Les inhibitions sont liées à l'habillement chez les humains. Dans les pays sous-développés, les vêtements servent principalement pour la protection contre le froid et la praticité. Le fait de s'habiller n'est pas lié à l'inhibition, mais le fait de ne pas se déshabiller est lié à la peur de l'inhibition. Les personnes qui vivent nues sur une île déserte n'ont pas besoin de vêtements car il fait chaud, mais ils se vêtiront pour des raisons pratiques. Le niveau d'intelligence attribué à ces personnes n'est pas lié à leur inhibition à se déshabiller, mais plutôt à leur conscience différente. L'intelligence est liée à la conscience et l'évolution, et certaines actions intelligentes peuvent permettre à l'intelligence de traverser les différents niveaux de la conscience humaine. Cela engendre le plan bouddhique, qui est une expression de l'intelligence pure. Le prémental est une notion qui n'a de sens que s'il y a un être humain pour le recevoir. Le phénomène bouddhique est une interrelation entre l'intelligence prémentale et un autre phénomène énergétique appelé le plan bouddhique, qui est une forme d'amour gratuit. Contrairement à l'amour dans les relations humaines, qui peut être basé sur la possession, l'amour gratuit s'exprime davantage par l'amitié. Les amis ne se manipulent pas mutuellement, contrairement aux couples amoureux qui ont tendance à se manipuler. L'amour traditionnel entre un homme et une femme est souvent empreint de possession car chaque individu accumule des expériences dans son ego, qui peut être influencé par la présence de l'autre personne. Lorsque cette personne disparaît ou change, cela peut créer de la souffrance car une partie de l'ego qui se nourrissait d'elle doit mourir. Ce processus est lié au plan astral, vital et physique, qui sont des copies imparfaites des plans supérieurs. Le plan supramental permet la révélation de la matière et la création du quart éthérique et du quart de lumière. Le plan astral est souvent associé au phénomène bouddhique et à l'amour, mais l'être humain a du mal à définir l'amour car il le limite et le sélecte. L'amour est partout, il n'est pas sélectif comme l'humain. Le plan astral est une copie imparfaite du phénomène bouddhique. L'être humain tente de recopier les mécanismes de l'amour sur Terre, mais il y a une coloration, une perturbation astrale dans sa conscience émotive, qui le pousse à chercher du 9 mai à petite dose. Cette recherche de nouveauté l'amène à se satisfaire et à s'inhiber, ce qui lui permet de progresser vers des niveaux supérieurs. La jalousie entre les êtres humains est une forme de possession, mais l'humain a déjà eu la liberté sexuelle et la liberté dans la matière, et devient inhibé en ayant un seul partenaire. Perdre ce partenaire entraînerait une inhibition totale, mais une désinhibition est nécessaire pour une progression ascensionnelle. La jalousie est également présente dans la relation parent-enfant, où l'enfant doit devenir inhibé de ses parents pour devenir indépendant, mais cela crée des tensions internes. Ce processus est un processus d'évolution valide, mais il nécessite de l'intelligence et de la lucidité. Il est question ici de l'inhibition et du manque de conscience chez les individus. Selon l'auteur, cela est dû à des inhibitions anciennes, héritées des archétypes passés et réincarnationnels. Il suggère que si un enfant a une raison intelligente de se développer dans la conscience, il ne sera pas inhibé par ses parents. Et comprendra qu'il doit évoluer. La désinhibition est donc nécessaire pour se libérer de ces inhibitions. L'auteur aborde également la question de l'intérêt de deux personnes désinhibées de rester ensemble, affirmant que cela dépend des individus et de l'énergie qu'ils expriment. Finalement, il évoque la possibilité de fusion énergétique entre les individus, mais certains aspects ne sont pas explicités pour ne pas nourrir les égos. Il annonce ensuite qu'il abordera le processus de désinhibition. Nous ne sommes pas dans un seul endroit spatio-temporel, mais dans plusieurs mondes parallèles. Notre corps vital n'habite pas notre conscience astrale, et notre corps physique n'habite pas notre corps mental. Ces différents aspects de notre être se réunissent dans la conscience. Cependant, la conscience peut être limitée dans sa capacité à prendre conscience d'elle-même. Ainsi, différents mondes parallèles peuvent s'associer en fonction de notre niveau de conscience. Cela peut être plaisant à discuter, mais en réalité, il n'y a pas de séparation nette entre les différents plans physiques, vital, astral, mental, supramental. Chaque aspect de notre être existe nécessairement dans un monde parallèle distinct. Lorsque nous sommes manipulés ou influencés, cela peut être dû à des phénomènes provenant de mondes parallèles, tels que la colère ou le malaise. Notre évolution humaine implique l'expression de l'énergie à travers ces mondes parallèles. Par exemple, la sexualité peut être une première inhibition qui se manifeste. Une inhibition se produit lorsque l'énergie est déviée, empêchant son expression correcte dans des plans supérieurs. Si l'énergie ne s'exprime qu'au niveau matériel, elle peut se manifester par des orgasmes matériels. Si elle se concentre dans la spiritualité, elle peut conduire à des expériences spirituelles.
L'esthétisme est mis en avant dans cette discussion sur la spiritualité. L'auteur affirme que la richesse matérielle influence le monde spirituel, et cela se reflète notamment dans les symboles religieux. Il critique également le manque d'engagement des institutions religieuses envers la pauvreté, soulignant leur tendance à amasser des richesses plutôt qu'à donner. L'auteur évoque ensuite la libération sexuelle et la notion de fusion, affirmant que la montée de l'énergie sexuelle doit être canalisée de manière à créer une expérience ascensionnelle plutôt que stagnante. Il explique également que pour comprendre cela, il faut se tourner vers l'expansion de conscience et l'accès à différents mondes parallèles. Dans ces mondes parallèles, l'auteur affirme qu'il y a des blocages énergétiques qui dévient l'énergie et engendrent des comportements problématiques. Ainsi, l'individu peut être manipulé ou poussé par son ego. L'auteur souligne l'importance de comprendre ces mécanismes et d'appliquer l'intelligence pour les dépasser et évoluer spirituellement. L'intelligence devient ainsi un outil de transformation permettant à l'individu de grandir sur différents plans de conscience. Dans cette synthèse, il est expliqué que la présence de parallèles inappropriés dans notre être peut perturber la transmission de la lumière intellectuelle et nous rendre opaques. L'objectif est d'atteindre une transparence totale en alignant nos mécanismes dans les différents mondes parallèles pour permettre à l'intelligence de traverser librement. Cela nécessite de surmonter les inhibitions et de se désinhiber, mais cela doit être fait avec prudence pour ne pas favoriser l'ego ou la compétition. Pour entreprendre ce processus de désinhibition, il est nécessaire de comprendre énergétiquement la mécanique en jeu, ce qui ne peut être enseigné directement par la parole, mais doit être expérimenté et intégré à travers tous les véhicules qui nous composent. L'objectif ultime est d'acquérir de la sagesse et de permettre à l'intelligence instrumentale de s'exprimer librement à travers nous. Le processus de désinhibition commence par se libérer des inhibitions qui empêchent l'individu d'agir librement. Cela ne signifie pas nécessairement retourner à la messe, mais plutôt être en mesure d'y aller sans se poser de questions. Il ne s'agit pas non plus d'y aller pour plaire aux autres, mais plutôt de pouvoir y aller sans ressentir de frustration. En se désinhibant, l'individu doit prendre conscience des facteurs d'inhibition, non pas mentalement, mais par une observation instantanée. Il est important de ne pas se laisser récupérer par des justifications évolutives ou théologiques pour se libérer. La désinhibition ne doit pas être une libération obligatoire ou sociale, mais naturelle, ce qui rendra l'individu inatteignable et fusionné. Par exemple, si l'individu a une inhibition à serrer la main de quelqu'un, il peut y avoir plusieurs raisons, comme ne pas vibrer avec cette personne. Le processus de désinhibition consiste à se libérer de ces raisons et à agir de manière naturelle sans se soucier du regard des autres. Le processus de désinhibition est essentiel pour l'évolution de la conscience humaine. Les inhibitions, qui protègent l'évolution, peuvent cependant devenir problématiques et empêcher la communication et la relation avec les autres. Il est difficile de se désinhiber instantanément, mais il est important de le faire de manière consciente et intelligente. Il ne faut pas chercher des solutions rapides ou suivre des instructions, mais comprendre l'absurdité des inhibitions et commencer soi-même le processus de désinhibition. Si on essaie de comprendre comment éliminer les inhibitions, alors tout le processus pour y parvenir est déjà le processus de désinhibition. Dans cette discussion, il est question d'un exercice où une personne doit apporter un bâton chaque jour, mais si elle échoue un jour, elle doit en apporter 2 le lendemain. L'objectif de cet exercice est de comprendre le processus d'évolution et de croissance personnelle. L'enseignant explique que la clé n'est pas de simplement trouver la réponse, mais plutôt de développer un cheminement pour y parvenir. Il souligne que l'important n'est pas tant la réponse en elle-même, mais plutôt le processus d'apprentissage et d'amélioration constant. Il évoque également l'idée que certains canaux de notre être peuvent être désalignés et créer des inhibitions, empêchant l'intelligence et l'énergie de circuler correctement. Le but ultime est de replacer ces canaux afin de permettre une évolution positive et devenir ainsi des moteurs créatifs et non simplement des réparateurs. Cela nécessite une compréhension profonde de la mécanique de l'intelligence et de la descente de celle-ci. L'enseignant fait également référence à des cristaux, symboles des multiples facettes de notre existence, et souligne qu'il est nécessaire de les aligner correctement pour atteindre une conscience supérieure. Il note également que l'expérience peut parfois créer des attachements à des schémas de pensée ou des croyances dépassées, et qu'il est important d'être ouvert au changement pour permettre une évolution continue. Le processus de désinhibition implique de jouer avec les mémoires et peut parfois causer de la souffrance. Cependant, l'intelligence permet de gérer cette désinhibition en évitant de perdre trop d'énergie vitale.
L'intelligence n'étant pas influencée par les hormones, elle ne provoque pas de réaction émotionnelle intense comme le fait l'émotivité. L'intelligence travaille progressivement à contrebalancer les mécanismes inhibiteurs et à rendre le canal de conscience plus transparent. La question de l'individu sur comment commencer le processus de désinhibition vient du fait qu'il est inhibé face à cette désinhibition. Malgré le fait de savoir ce qu'il devrait faire, cette inhibition l'empêche de le faire consciemment. Il cherche donc une clé pour y parvenir. La communication, comme serrer la main, est une forme de tétage où l'on échange des énergies. Cependant, cette pratique peut être dangereuse si elle n'est pas basée sur une relation honnête et consentie. Serrer la main permet de prendre un peu de l'énergie de l'autre et de s'incarner temporairement en lui. C'est pour cela que l'on évite de serrer la main de ceux que l'on considère comme inférieurs, car on ne souhaite pas s'incarner dans leur conscience. Ainsi, donner la main à quelqu'un, même sans intention de téter, implique toujours un échange énergétique. Cependant, si les deux personnes sont dans la même énergie, cela ne pose généralement pas de problème. L'inhibition de serrer la main vient du besoin de démarcation individuelle et du rejet du collectivisme. Plus une personne est collective, plus elle se conformera facilement aux gestes sociaux communs. Par conséquent, une personne qui ressent de l'inconfort dans l'échange d'embrassades en famille ou avec d'autres personnes est en train de vivre une transition vers l'individualisme. Elle commence à comprendre pourquoi ces gestes collectifs peuvent être inhibants pour elle. Dans ce passage, l'auteur parle de l'évolution des relations humaines, en se concentrant particulièrement sur le geste de la poignée de main. Il explique que la poignée de main symbolise l'harmonie et la fusion entre deux personnes. Cependant, il souligne que ce geste peut être mal interprété ou inhibé par la peur de briser cette harmonie fragile. Au fur et à mesure de l'évolution, les individus peuvent renoncer à la poignée de main au profit d'autres formes d'expression de l'amour et de la fusion, comme l'embrassade. L'auteur souligne également que la libération des mœurs ne signifie pas nécessairement une élévation spirituelle, car il est important de faire attention aux symptômes de l'évolution. En se désinhibant, on peut libérer les autres, mais il est essentiel de le faire avec prudence pour ne pas détruire leur processus évolutif. L'auteur prend l'exemple d'une situation où une personne se baigne nue dans un lac et invite les autres à se joindre à elle. Il explique que si quelqu'un succombe à cette désinhibition, il peut être attiré par la pureté et la perfection de l'autre, ce qui peut conduire à la formation d'une relation amoureuse. Cependant, il précise que cela relève de la libération plutôt que de la simple désinhibition. Dans d'autres cas de désinhibition sans attirance amoureuse, les individus peuvent simplement vivre une expérience de liberté sans qu'il y ait de relation amoureuse. Une personne est en train de masser une autre, peut être allongée à ses côtés. Ils peuvent ressentir une parfaite harmonie vibratoire. Si vous êtes désinhibé, cela ne vous dérange pas. Mais si vous n'êtes pas désinhibé, cela renforcera votre inhibition, retardant ainsi votre libération vers l'ascension. Ce processus d'inhibition fera en sorte que lorsque l'homme s'approche du lac et décide d'en avoir assez, se déshabille naturellement, sa partenaire qui en a aussi marre et veut se désinhiber, sera immédiatement inhibée par lui. Elle se dira, oui, mais s'il arrive. Ainsi, elle ne pourra pas se désinhiber, projetant son inhibition sur sa propre inhibition. C'est pourquoi lorsqu'on parle de processus de désinhibition, il faut faire attention, ne pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur que lui, à un moment donné, interprète mal ce que je fais et vive des illusions de divinité, en prétendant que je fais exactement ce que les autres font. En somme, je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes. Mais je reste ce que je suis, c'est sa propre incompréhension qui va amener cela. Je ne dois pas avoir peur, mais je dois m'arranger. Dans la troisième partie, concernant la désinhibition, on ne peut pas entreprendre un processus de fusion n'importe où dans la société, avec n'importe qui. Parce que vous verrez que ce processus, bien qu'il semble être un retour aux sources, est un progrès vers l'avenir, vers une plus grande intelligence, et c'est extrêmement douloureux, pénible, difficilement supportable pour celui qui est inhibé et qui n'est pas prêt pour le processus de désinhibition. Il augmentera sa crise d'inhibition ou commencera le processus de libération. Mais l'individu qui commence à fusionner, à se désinhiber devant n'importe qui, est un véritable danger cosmique. C'est pourquoi nous devons nous arranger, en reparler, faire une petite pause. Nous devrions sélectionner les individus avec qui nous voulons vivre en fusion. Pas avec qui nous voulons vivre la fusion. Pas avec qui nous voulons vivre la désinhibition. Toi. Tu ne veux pas vivre ta désinhibition avec moi.
Mais quand tu te désinhibes, éventuellement tu voudras vivre tel que tu es avec moi. Transparent. Mais ne deviens pas transparent avec moi. Mais trouve au moins quelqu'un avec qui tu peux continuer à discuter tout en restant transparent. Sinon, nous ferons d'autres ajustements avec le temps. Faisons une petite pause, puis revenons. Ça va.